Les services de renseignement ukrainiens affirment avoir déjoué un complot russe visant à assassiner le président Zelensky. Un complot russe visant à enlever et tuer le président Volodymyr Zelensky et d'autres hauts responsables ukrainiens. Le complot impliquait de recruter des officiers militaires qui devaient prendre M. Zelensky en otage puis le tuer. Zelensky a déclaré qu'en 2022 seulement, il y avait eu au moins 10 tentatives pour attenter à sa vie. Le 23 juin, Newsweek a rapporté que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était la cible d'un complot d'assassinat complexe impliquant un retraité polonais, un drone dissimulé dans une valise et un fusil de sniper. Selon les autorités polonaises, l'homme a été arrêté en avril 2024 après avoir tenté de faire passer en contrebande un drone armé par l'aéroport de Rzeszów-Jastrzębie, un centre logistique clé de l'OTAN, près de la frontière ukrainienne. Sa mission, apparemment coordonnée par les services de renseignement russes, était de repérer les déplacements du président et de préparer l'attaque. Le suspect, identifié uniquement comme Pawelka, est un citoyen polonais de 60 ans et ancien militaire, avec une longue histoire de sympathie pro-soviétique. Les procureurs affirment qu'il est resté fidèle à l'idéologie de l'Union soviétique même après son effondrement en 1991 et qu'il a maintenu des liens avec les réseaux de renseignement russes au cours des décennies suivantes. Il n'agissait ni pour de l'argent ni sous la contrainte. Il croyait en la mission de Poutine de tuer le président ukrainien. Son travail était de localiser Zelensky, soutenir une opération de sniper et livrer un drone armé pour une attaque. Son arrestation le 17 avril 2024 a été le fruit d'une opération conjointe du contre-espionnage polonais et des services de sécurité ukrainiens, services de sécurité de l'Ukraine. Mais ce n'était pas la seule tentative. Si vous continuez à regarder, c'est probablement parce que vous réalisez la gravité de la situation. Mais c'est ça le problème. L'algorithme enterre constamment ce type de vidéos. Si vous trouvez cette histoire importante, appuyez sur j'aime et abonnez. Ce simple geste, 2 clics, permet de diffuser cette vidéo à plus de personnes qui doivent la voir et nous aide à continuer à créer du contenu que les médias traditionnels évitent. D'accord, commençons. Comme je l'ai dit, ce n'était pas la seule tentative. À peu près à la même période, en mai, 2 colonels ukrainiens, Andriy Huk et Oleksandr Derkach, ont été arrêtés par le service de sécurité de l'Ukraine pour leur rôle dans un complot soutenu par le service fédéral de sécurité visant à assassiner le président Zelensky, ainsi que plusieurs autres hauts responsables ukrainiens. Les 2 hommes travaillaient dans la garde d'État chargée de la sécurité du président. Selon les rapports des services de renseignement, ils ont été recrutés par le service fédéral de sécurité russe avant février 2022. Ils devaient recevoir environ 50 000 $ pour assassiner le président Zelensky, un montant étonnamment bas. Leur mission était de recruter d'autres membres de son entourage pour une prise d'otage ou une opération de tireurs d'élite et de fournir des drones, des roquettes et des explosifs. Un colonel a depuis admis avoir coordonné des attaques à la roquette et aux drones visant non seulement Zelensky lors de ses déplacements en convoi ou à son bureau, mais aussi Kirill Lobudinov et le chef du service de sécurité de l'Ukraine Vassil Meliuk, avec une attaque programmée pour coïncider avec l'inauguration de Poutine. Grâce à l'interception des communications et à une surveillance étroite, les 2 individus ont été arrêtés avant de pouvoir passer à l'acte, ce qui n'est pas sans précédent. Depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022, Zelensky a été la cible de plus d'une douzaine de tentatives d'assassinat. Pendant les 2 premiers jours de la guerre, les Russes ont essayé de capturer Kiev avec des troupes aéroportées et des saboteurs avant l'invasion principale. Un de leurs buts avoués était de capturer ou tuer le président. Comme nous l'avons tout vu, cette tentative a échoué, et la suivante aussi. Et au cours des 2 dernières années, les services de renseignement ukrainiens et occidentaux ont discrètement déjoué chaque complot visant à assassiner Zelensky. Certaines étaient crédibles, d'autres maladroites, mais presque toutes impliquaient des agences de renseignement russes, comme la direction principale du renseignement et le service fédéral de sécurité, ainsi que des forces irrégulières, notamment des membres du groupe Wagner et des paramilitaires tchétchènes. Les méthodes des Russes ont évolué. Au début de la guerre, des soldats du groupe Wagner et des Kadyrovites traversèrent la frontière pour mener des missions d'action directe visant spécifiquement à tuer Zelensky. Aujourd'hui, les tentatives sont plus discrètes et impliquent l'espionnage et l'activation d'agents dormants, comme Pavel K. Les agents traversent les frontières de Schengen avec des papiers en règle, des drones et des valises, tandis que les cibles sont repérées par des volontaires qui n'ont pas servi dans l'armée depuis des décennies. C'est vraiment glaçant. Mais la protection de Zelensky s'est adaptée à la menace, comme le prouve sa survie. Son emploi du temps flexible est souvent secret, même pour ses plus proches alliés, explique en grande partie pourquoi il n'a pas été tué ou enlevé par les 2 colonels mentionnés. Les convois sont détournés à l'improviste. Les apparitions leurres sont courantes.
Beaucoup de ses discours publics sont préenregistrés. Mais ce niveau de secret et de vigilance est essentiel pour un homme qui a décidé de rester à Kiev et de diriger, plutôt que d'accepter la sortie du danger proposé par l'ancien président américain Joe Biden. Depuis le début de la guerre, Zelensky, ancien comédien, a dû vivre dans un monde d'espionnage simplement pour rester en vie. La tentative de livraison de drones via Rzeszów est significative en raison de son lieu. La Pologne est un membre clé de l'OTAN, et l'aéroport constitue un point de passage pour l'équipement militaire occidental. Des avions cargo militaires américains y atterrissent chaque jour. Des convois humanitaires sont envoyés depuis ces pistes. Si une tentative d'assassinat avait réussi là-bas, cela aurait été un acte d'agression grave contre l'Occident et une provocation claire de la Russie, pouvant même entraîner l'OTAN dans la guerre pour de bon. De plus, tuer Zelensky n'affaiblirait pas l'Ukraine, cela renforcerait la détermination des Ukrainiens. Le pays fonctionne à l'endurance et à la fureur depuis le début de l'invasion à grande échelle, mais le soutien à la guerre est devenu plus nuancé. Alors qu'un sondage de mars 2025 a montré que 82% des Ukrainiens soutiennent toujours la résistance, même sans l'aide des États-Unis, seulement 23% pensent qu'une victoire militaire totale est réellement réalisable. Une autre enquête menée en juin a révélé qu'environ 60% sont prêts à endurer la guerre aussi longtemps que nécessaire. Cependant, de plus en plus de gens favorisent une issue négociée au conflit afin de stopper les violences. Les Ukrainiens sont fatigués, mais si Volodymyr Zelensky était tué, toute ambiguïté s'envolerait. Avec un martyr, le pays retrouverait immédiatement son unité. Sa mort rendrait la guerre à nouveau non négociable, et la Russie ferait face à un ennemi puissant avide de vengeance. Si les rôles s'inversaient, et que Poutine était tué, cela n'unirait pas la Russie, mais la ferait s'effondrer. Il n'y a pas de successeur, seulement des factions rivales d'oligarques, de généraux et d'espions luttant pour le pouvoir. Le résultat ne serait pas le deuil et une poussée vers l'ouest, mais un vide. L'armée russe, déjà surmenée, se fracturerait sous des ordres contradictoires. La mutinerie de Wagner a révélé que la Russie est au bord du gouffre. L'assassinat de Poutine entraînerait un effondrement total. Malgré tous ces enjeux, pourquoi Poutine est-il si déterminé à tuer Zelensky ? Vladimir Poutine a une longue histoire d'élimination des personnes qui le font paraître faible. Et ce n'est pas un chef d'État conventionnel comme nous en connaissons. Son approche du pouvoir a toujours plus ressemblé au crime organisé qu'à la gouvernance. En Russie et dans les pays voisins, si vous êtes loyal envers Poutine, il vous le rendra. Si vous trahissez sa confiance ou le contredisez, il vous tuera. Et les opposants ne disparaissent pas discrètement, ils sont réduits au silence de manière à intimider les autres. Poutine a une longue liste d'ennemis morts, et ses méthodes sont brutales. Zelensky est devenu une cible personnelle dès qu'il a refusé de se rendre ou de fuir. Lors des premiers jours de l'invasion, alors que Kiev était attaqué, les services de renseignement américains ont proposé à Zelensky de le faire sortir du pays. Il a répondu « J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi », choisissant de rester avec son peuple et de devenir un symbole de la résistance ukrainienne. Et cette décision a fait de lui quelqu'un que Poutine ne pouvait pas ignorer, et quelqu'un qu'il fallait briser. Dans les premiers jours de l'invasion à grande échelle, environ 400 mercenaires du groupe Wagner ont parachuté à Hostomel avec l'ordre de s'emparer de l'aéroport et de pousser jusqu'à Kiev pour éliminer les plus hauts dirigeants ukrainiens. Au même moment, les forces tchétchènes de Ramzan Kadyrov avancèrent depuis le nord, chargées de prendre d'assaut la capitale et de détruire l'infrastructure de commandement. Ce n'étaient pas des missions de combat classiques. Il s'agissait de tentatives d'assassinat visant à faire s'effondrer le gouvernement ukrainien avant qu'il ne rassemble des alliés et organise une défense. Et ils sont passés dangereusement près d'y parvenir. Le personnel de Zelensky l'a barricadé dans le complexe présidentiel, bloquant les portes avec des meubles et distribuant des armes à feu à tous ceux présents. Dans le chaos suivant, les forces spéciales russes ont pénétré le périmètre du complexe. Zelensky confirmera plus tard, lors d'entretiens, que des coups de feu ont été tirés dans les bureaux présidentiels et que des personnes ont été tuées lors de l'affrontement. Mais les gardes ont tenu bon et les assaillants n'ont jamais atteint leur cible. Les forces ukrainiennes, soutenues par des renseignements en temps réel, ont combattu rue par rue, interceptant et détruisant finalement les groupes Wagner et Kadyrovitz, avant qu'ils ne puissent accomplir leur mission. Mais pendant un bref et terrifiant instant, la guerre était à l'intérieur du complexe présidentiel et a failli tourner complètement dans l'autre sens. En mars 2022, un mois après, les renseignements ukrainiens ont découvert 2 autres tentatives d'assassinat à Kiev soutenues par la Russie. Des forces spéciales tchétchènes ont été déployées près de Hostomel pour atteindre Kiev et éliminer Zelensky.
Grâce à des renseignements, le service de sécurité de l'Ukraine et l'armée ukrainienne ont localisé l'unité, déclenchant de violents combats. Cela a causé la mort de centaines de soldats tchétchènes avant d'atteindre leur objectif. Presque simultanément, Radut Compagnie militaire privée, un contractant militaire privé soutenu par la direction principale du renseignement, a lancé sa propre mission. Plus d'1 millier d'opérateurs sont entrés dans la région de Kiev dans le but d'éliminer les dirigeants du gouvernement. Mais les forces ukrainiennes, prévenues et préparées, leur ont tendu une embuscade. Radut a subi des pertes catastrophiques, perdant 90% de son personnel. En août 2023, le contre-espionnage ukrainien a arrêté une agente dormante russe opérant à Mykolaïv. Elle était une résidente locale et ex-employée d'un magasin militaire qui cartographiait secrètement l'itinéraire de Zelensky, photographiant des lieux clés tels que des entrepôts militaires, des stations de guerre électroniques et des itinéraires de convois avant ses visites présidentielles. Le service de sécurité de l'Ukraine l'a surprise en train de transmettre des informations à ses contacts russes, probablement pour guider une frappe aérienne ou une attaque de drone. Les analystes pensent qu'elle agissait sous la direction du service fédéral de sécurité. Des attaques comme celle-ci, ainsi que le complot en Pologne et la trahison des colonels Andriy Huk et Alexandre Derkach, illustrent l'évolution constante de la complexité des tentatives d'assassinat contre le président Zelensky. Des raids armés et des équipes de mercenaires au début de la guerre, à l'activation discrète d'un agent double ayant vécu paisiblement en Pologne pendant des décennies, jusqu'à la corruption de membres de l'équipe de sécurité ukrainienne. Selon les responsables ukrainiens, Zelensky aurait survécu à plus de 12 tentatives d'assassinat sérieuses. Elles ne sont pas conçues pour modifier les lignes de front. Elles sont destinées à éliminer un héros ukrainien et à envoyer le message que personne n'est hors de portée de Poutine, même sur une base aérienne militaire de l'OTAN. Et après des années d'échecs, ce qu'il reste n'est plus un outil stratégique, c'est une vendetta personnelle d'un criminel frustré. Et ce schéma de Poutine utilisant des forces militaires et secrètes pour régler des vendettas n'est pas propre à l'Ukraine. Cela correspond à la manière dont le Kremlin traite les traîtres présumés et les dissidents depuis plus de 20 ans. En 2006, Alexandre Litvinenko a été empoisonné au polonium à Londres. En 2018, Sergei Skripal a survécu à une attaque à l'agent neurotoxique au Royaume-Uni qui a tué une civile. Alexei Navalny a été empoisonné par des agents chimiques en 2020, emprisonné dans des conditions difficiles. Puis il est mort subitement dans une prison russe. En 2023, après avoir mené une mutinerie contre le commandement militaire russe, Evgeny Prigojine est mort lorsque son avion a explosé en plein vol. Depuis le début de la guerre en Ukraine, en 2022, plus de 230 Russes notables, dont des chefs d'entreprise, responsables, journalistes et critiques, sont morts mystérieusement, souvent défenestrés. Un nombre frappant d'entre eux sont victimes de chutes soudaines ou d'accidents de fenêtres accidentelles. Début septembre 2022, par exemple, Ravir Maganov, président de Lukoil, est tombé d'une fenêtre d'hôpital et a été retrouvé mort peu de temps après que le président Poutine lui ait rendu visite dans ce même établissement. Cela s'était qualifié de suicide. Un mois après, Pavel Antov, un riche député régional, est tombé d'une fenêtre d'hôtel en Inde. Sa mort a été officiellement considérée comme accidentelle, mais est survenue après qu'il ait publié un message critiquant les actions de la Russie en Ukraine. Plus récemment, en février 2025, le musicien anti-guerre Vadim Stroïkine serait tombé du 10e étage de son appartement à Saint-Pétersbourg, alors qu'il recevait la visite des services de sécurité. Les enquêteurs ont ouvert une enquête criminelle suite à des soupçons de jeu déloyal. Il ne s'agit pas de cas isolés. Font partie d'un schéma établi de violence orchestrée sur ordre de Poutine, souvent au vu et au su du monde entier et parfois même sur un sol étranger. Ce qui importe, ce n'est pas qu'une personne soit assassinée, mais où et quand cela se produit. Le but est toujours de rappeler aux autres l'étendue du pouvoir du président russe et le caractère irrévocable de son jugement. Cet instinct meurtrier alimente désormais la campagne contre Zelensky. Le tuer ne changerait pas la situation sur le champ de bataille, ni ne briserait la détermination ukrainienne, mais cela effacerait une présence devenue intolérable pour le récit de Poutine. La guerre devait être une opération militaire spéciale de 3 jours, mais Zelensky a tenu bon et a percé des trous dans ce fantasme. Il n'était pas destiné à se tenir sur la scène mondiale, à serrer la main des dirigeants occidentaux, à survivre aux généraux russes venus en Ukraine, repartis rétrogradés et honteux. Poutine n'oublie pas l'humiliation publique, comme le prouve le nombre toujours croissant de ses victimes. Et Zelensky est devenu un témoignage vivant de chaque échec stratégique que Moscou espérait éviter. À ce stade, l'effort pour le tuer ne ressemble pas à une stratégie. Poutine sait probablement l'effet que cela aurait sur la détermination de l'Ukraine. Mais il persiste, car pour un chef mafieux comme lui, tout est personnel, même si c'est accompagné de discours et enveloppé dans un drapeau russe. Mais les Russes
ne sont pas les seuls à aller derrière les lignes ennemies pour mener des frappes. Et même s'ils ne visent pas directement Poutine, les Ukrainiens lui envoient un message ferme. Les opérations secrètes ukrainiennes en Russie sont devenues une campagne de l'ombre, composée de bombardements, de frappes précises et de symbolisme. Tout a commencé en août 2022, lorsqu'une voiture piégée a tué Daria Dugina, la fille de l'idéologue ultranationaliste Alexandre Dugin. Elle conduisait la voiture de son père quand un engin placé en dessous a explosé. La Russie a accusé l'Ukraine d'être responsable, mais Kiev a nié. Cependant, vu la cible, le coupable est évident. C'était symbolique, frappant l'architecte idéologique de la vision du monde de Poutine. Le fait que sa fille ait emprunté la voiture a sauvé Dugin. Cela a marqué un tournant. C'était l'Ukraine qui disait à Poutine « Nous savons où toi et tes amis vivaient, et nous pouvons vous atteindre à tout moment. » Poutine a toujours été paranoïaque à propos des assassinats, et a employé des sosies ainsi que des goûteurs tout au long de sa carrière politique. Mais le message était clair, les agents ukrainiens peuvent frapper des cibles en plein Moscou, et il ferait mieux de dormir d'un œil ouvert. En avril 2023, une bombe a explosé dans un café de Saint-Pétersbourg, tuant le célèbre blogueur militaire pro-guerre Vladimir Tartarsky et blessant des dizaines de passants. L'engin, dissimulé dans une statuette, a été introduit dans le lieu par une femme russe aux opinions anti-guerre, nommée Daria Trapova. Elle lui a remis la statuette, qu'il a déballée et placée près de lui. Et quelques instants plus tard, elle a explosé. Trapova a avoué l'avoir placée, bien que Kiev ait nié avoir dirigé l'opération. L'attaque contre Dugin et d'autres événements montrent que Kiev cible maintenant non seulement des objectifs militaires, mais aussi des figures de la propagande. En décembre 2024, une bombe cachée dans une trottinette électrique a explosé devant l'appartement moscovite du lieutenant-général Igor Kirillov, chef des forces russes de défense nucléaire, biologique et chimique. Kirillov est responsable de l'utilisation d'armes chimiques et biologiques en Ukraine pendant la guerre. Ce n'était donc pas tant un symbole qu'une punition pour ses actes illégaux. Lui et son assistant ont été tués. Le service de sécurité de l'Ukraine a confirmé plus tard l'opération, marquant la première fois qu'une cible militaire de haut rang était frappée à Moscou par l'Ukraine. Le point culminant de la guerre secrète de l'Ukraine est arrivé en juin 2025 avec l'opération Toile d'araignée, la frappe secrète la plus audacieuse de l'Ukraine à ce jour. Pendant plus de 18 mois, les planificateurs du service de sécurité de l'Ukraine ont utilisé des chauffeurs routiers russes, inconscients, pour faire passer des drones en Russie dans des maisons mobiles préfabriquées. Les camions ont été placés près de 5 grandes bases aériennes. Le 1er juin, 117 drones vus à la première personne à double ogive ont été lancés simultanément et ont frappé des avions stratégiques. L'Ukraine rapporte 41 frappes et au moins 13 bombardiers détruits, y compris des cibles précieuses comme des Tu-95 et des avions systèmes aéroportés d'alerte et de contrôle A-50. Des analystes américains indépendants estiment les pertes confirmées à environ 20 appareils. Ce fut une opération extrêmement réussie. L'Ukraine a transformé des dizaines de drones simples et peu coûteux en une force de frappe chirurgicale à longue portée. Ces missions reflètent un changement radical dans les tactiques secrètes, passant de frappes idéologiques symboliques contre des figures de la propagande à des attaques contre des hauts responsables militaires, puis à des frappes stratégiques, coûtant à l'ennemi des centaines de millions en matériel perdu. L'Ukraine est passée des escouades d'assaut aux essaims de drones à l'intérieur du territoire souverain russe. Mais chaque action expose Kiev à de graves risques. Durant toute la guerre, ils ont eu le soutien moral et la compréhension de la plupart du monde libre. Mais tuer la fille du défenseur idéologique de Poutine risque de compromettre cet avantage, et pourrait également enflammer les partisans radicaux russes. Et le bombardement du restaurant où se trouvait Tatarsky pourrait être considéré comme imprudent. Frapper un chef des armes nucléaires et chimiques à Moscou était une escalade audacieuse mais calculée. Frapper les bombardiers stratégéantes qui lancent des missiles de croisière sur des civils ukrainiens soulève des questions sur une possible escalade nucléaire, mais Poutine ne semble pas prêt à aller jusqu'à la guerre nucléaire. L'Ukraine a tout de même justifié ses opérations de manière convaincante. Zelensky et son équipe affirment que ces actions sont légitimes au regard du droit international, en tant qu'acte de guerre contre des menaces militaires et idéologiques. Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas de terrorisme, mais de représailles et de dissuasion visant à empêcher les niveaux de violence que l'armée russe a maintes fois déchaînés contre les civils et les militaires ukrainiens. Moscou a réagi avec férocité. Les responsables russes ont condamné ces actes comme étant du terrorisme et ont promis des représailles imminentes. Des stratèges s'inquiètent de l'affaiblissement de la capacité de frappe à longue portée de la Russie. Des diplomates occidentaux
ont mis en garde l'Ukraine contre une escalade trop profonde en Russie, malgré l'éloge par des experts européens de l'innovation des drones ukrainiens comme percée militaire. La guerre en Ukraine est maintenant entrée dans une nouvelle phase. Il ne s'agit plus uniquement des conditions sur le front, mais aussi de l'arrière-front. Ce sont des snipers clandestins, des scooters chargés de bombes, des assassinats, du sabotage et des flottes de drones qui s'attaquent aux actifs stratégiques de la Russie. Zelensky a survécu à plus d'une douzaine de tentatives d'assassinat, mais l'Ukraine riposte maintenant. Et les Russes, qui se battent de cette manière depuis même avant le début de la guerre, crient à l'injustice. Mais les Ukrainiens n'ont fait aucune tentative contre Poutine. Pas encore, mais ils ont montré qu'ils en sont capables. Et si le siège du Kremlin se retrouvait soudainement vacant? La Russie n'implosera pas, elle s'effondrera plus rapidement que le sous-marin Titan d'Ocean Gate. Il n'y a pas de successeur évident à Vladimir Poutine, et aucun système démocratique fonctionnel sur lequel s'appuyer. Des factions rivales d'espions, d'oligarques et de généraux, chacun avec ses ambitions, et assez de puissance pour prendre le contrôle. Le résultat serait une lutte chaotique pour le pouvoir, pas une transition en douceur. L'armée russe, déjà affaiblie par les pertes en Ukraine et les loyautés divisées, se fracturerait davantage. Les généraux perdraient le contrôle, et les commandants de première ligne agiraient indépendamment. La chaîne de commandement se briserait, laissant des groupes armés de différentes tailles, et allégeances partout en Ukraine et en Russie. Comme à la fin de la 4e croisade en 1204, lorsque les croisés, sans chef et abandonnés, se sont combattus pendant des années pour leur fief continuellement détruit. Et au-delà de Moscou, les fissures s'élargiraient. La Tchétchénie, dont l'homme fort Ramzan Kadyrov gouverne par loyauté personnelle envers Poutine, pourrait s'éloigner de l'orbite russe et sombrer dans un conflit interne. Il pourrait même se voir comme le nouveau président russe. Des mercenaires de Wagner pourraient revenir dans la mêlée, non seulement en Ukraine, mais aussi dans les villes russes, luttant pour l'influence ou la vengeance. Des oligarques fatigués par les sanctions fuiraient ou se battraient pour créer leur propre structure de sécurité. Et ça, ce n'est que pour les gens. La Russie produit 13% du pétrole mondial, et si la République démocratique du Congo sert d'exemple, ce n'est jamais beau à voir lorsqu'un État riche en ressources n'a pas de véritable gouvernement. La mort de Poutine n'entraînerait pas des funérailles suivies d'une unité, mais plutôt une fusillade autour du cadavre du régime, le genre d'instabilité qui rend les États dotés de l'arme nucléaire vraiment dangereux, non pas parce qu'ils agissent de façon décisive, mais parce qu'ils perdent totalement le contrôle. De nombreux analystes occidentaux et le gouvernement ukrainien en sont conscients. C'est peut-être pourquoi ils n'ont pas tenté de renverser Poutine, malgré les souffrances qu'il leur inflige. Donc la question maintenant n'est pas de savoir si l'Ukraine peut opérer secrètement à l'intérieur de la Russie, mais jusqu'où elle ira, et si Moscou a des limites à ce qu'elle est prête à sacrifier en réponse. Pour l'Ukraine, ces attaques ouvrent un nouveau front sur lequel l'ennemi s'est toujours battu. Mais pour la Russie, ces attaques marquent une escalade dangereuse. Et pour le monde, c'est le signe que la guerre a changé à jamais. Imaginez une attaque en toile d'araignée à l'intérieur de l'Europe ou des États-Unis. C'est plausible, mais quelle était notre riposte face à cette menace? Des systèmes d'interception de missiles sont-ils installés à la base aérienne de Whiteman, Missouri, à 1 heure de Kansas City? Ou bien faut-il disperser nos ressources pour réduire le nombre de cibles dans les installations militaires fortement concentrées, comme c'est le cas actuellement? Ce sont des questions qui ne concernent pas un futur high-tech à la Terminator, mais bien le présent. Lorsque n'importe qui peut financer des centaines de drones pour détruire une base aérienne ou cibler un dirigeant, pas seulement des États ou des terroristes nationaux. Quand un État tente d'éliminer le dirigeant d'un autre pays, la situation se complique vite. Si cette attaque en Pologne avait réussi, on ne parlerait pas seulement d'opération secrète. Nous parlerions de déclencher l'article 4 de la Charte des Nations Unies, et pas contre un petit État pétrolier du Moyen-Orient, mais contre la plus grande puissance nucléaire du monde. Pourrions-nous vraiment le faire ? L'histoire bascule sur de tels moments. Il y a quelques jours, je me suis tenu là où Gavrilo Princip a tiré sur l'archiduc François Ferdinand. Une bombe avait déjà été lancée dans la voiture de l'archiduc ce matin-là. Dans le chaos, le chauffeur a pris un mauvais tournant. J'ai parcouru ce chemin. Un pâté de maison jusqu'à l'hôtel de ville, un demi-tour précipité, et un virage serré devant le pont latin, où Princip guettait. 2 coups de feu ont déclenché la Première Guerre mondiale. Ce qui a suivi a tout changé. L'apparition des chars, mitrailleuses et avions de combat. Finalement, les anciens empires se sont effondrés, laissant place aux nations modernes dans lesquelles nous vivons actuellement. Poutine est imprudent de tenter de plier le cours de l'histoire de cette manière. Mais plus qu'imprudent, il est désespéré. Et les hommes désespérés sont les plus dangereux.